Bien, mesdames et messieurs, chers étudiants, chers alumni, chers collègues et chers amis, et surtout cher Stéphane Loire, au nom de l'Institut catholique de Paris, de la Faculté des Lettres, du département d'Histoire de l'Art, ma collègue Laura de Fuchsia et moi-même, vous souhaitons la bienvenue à cette séance inaugurale du Printemps des Arts, de la seconde édition du Printemps des Arts. Nous sommes très heureuses de vous retrouver ce soir pour ce deuxième temps de notre cycle de rencontres, cycle de conférences. Cette seconde édition, je dis seconde parce que j'espère quand même qu'il y en aura une troisième, mais on verra ça l'année prochaine. Cette seconde édition qui s'avère déjà un succès, un franc succès au regard du public présent ici à nos côtés, mais aussi derrière vos écrans. En effet, vous êtes plus de 400 inscrits, ce qui est inévitablement un beau chiffre et un record, ce qui nous conforte dans notre idée de mener à bien et de faire perdurer cet événement et qui nous oblige à réfléchir dès à présent au programme de la troisième édition qui démarrera dans une année et dont l'ébauche est plus qu'avancée et quelques noms sont déjà un petit peu dans notre liste. Alors que vous soyez étudiant, enseignant, connaisseur, curieux ou amateur, j'entends celui qui aime, vous êtes ici pour écouter notre invité, Monsieur Stéphane Loire, du Musée du Louvre, qui ouvre donc le bal des conférences. Conférences dédiées à l'art, lesquelles sont l'occasion de découvrir, redécouvrir, regarder, s'interroger sur des artistes, sur des œuvres qui ont marqué la production artistique de leur temps et jusqu'à nos jours. Ce soir, nous parlerons donc des collections italiennes du Musée du Louvre. Puis, le 4 février, dans à peine 2 semaines, nous vous accueillerons sur le campus de Rouen, puisque l'ICP a un campus aussi à Rouen, et nous aborderons la personnalité de Théodore Géricault avec Diedrich Backhuis, qui est conservateur du Musée des Beaux-Arts. Puis, il faudra être curieux encore, mais patient, et attendre un petit peu, attendre le mercredi 26 mars pour regarder Raphaël et ses dessins dans l'actualité de la recherche, autour de la très belle exposition lilloise que viendra nous présenter Cordélia Tori et Mathieu Deldic du musée de Chantilly. Le Printemps des Arts s'achèvera enfin en beauté et en lumière, ou plutôt dans la pénombre, avec Caravage qui sera abordé le mercredi 9 avril en compagnie de notre collègue américaine Catherine Pulisi de l'université de Rutgers dans le New Jersey. Je vous remercie de nouveau pour votre présence, votre écoute, et avant de passer la parole à Stéphane Loire, je laisse la parole à ma collègue et amie Laura de Fuchsia. Merci Alicia, merci à vos publics qui est présent ici ce soir, qui nous encourage en effet à continuer notre programmation autour des découvertes autour de l'art italien et de l'art de la période moderne comme contemporaine. J'ai l'honneur donc ce soir de vous présenter Monsieur Stéphane Loire, qui est donc conservateur général au département de peinture du Musée du Louvre. Beaucoup d'entre vous sûrement le connaissent déjà, au moins par rapport au nombre de publications immenses qu'il a pu produire, le commissariat de certaines expositions, les ouvrages aussi qu'il a fait paraître. Donc, les étudiants aussi vont bientôt se familiariser avec ces textes au cours de nos licences et nos masters. Il est adjoint au directeur du Musée du Louvre. Il fait aussi partie, je tiens à le préciser, du comité scientifique du RETIF, qui est le répertoire des tableaux italiens de l'Institut national d'histoire de l'art, qui a été en quelque sorte il fait partie du comité scientifique du RETIF, qui a le répertoire des tableaux italiens rédigé par l'Institut national d'histoire de l'art, donc un répertoire qui est accessible en ligne depuis plusieurs années, qui s'enrichit progressivement. Donc, Monsieur Loire fait partie du comité scientifique. Il contribue à l'avancée des nouvelles attributions. Il a notamment été à l'origine de la publication de plusieurs catalogues que vous avez dû sûrement croiser dans vos lectures. Notamment, je vous conseille, mais je pense que vous avez dû déjà peut-être les apercevoir, les 2 catalogues sur la peinture italienne du XVIIe siècle et celui du XVIIIe siècle. Ce sont des catalogues parus entre 2006 et 2017. C'est pour vous montrer le temps aussi que la recherche nécessite, même dans le domaine des musées. Donc, ce n'est pas parce qu'on travaille dans un musée qu'on n'a pas un travail de recherche
très, très important à mener aussi sur les collections, au contraire. Et aujourd'hui, Monsieur Loire nous présente son dernier achèvement, en tout cas sa dernière publication qui est très proche de la parution, qui est donc le premier volume de l'édition critique et illustrée de l'inventaire Napoléon, apparaître vraiment dans les prochaines semaines. Donc on a en avant-première la présentation de ce volume. Donc je lui passe la parole pour qu'il vous présente ses recherches sur ces domaines. Merci Laura. Je vais prendre le métro. Voilà, donc, bonsoir à tous, merci pour cette présentation très flatteuse. Je précise juste que je suis adjoint au directeur du département des peintures du musée du Louvre et pas adjoint du directeur du musée du Louvre. Hein, ça c'est voilà. Donc je suis en charge au département des peintures du musée du Louvre des collections de peintures des XVIIe et XVIIIe siècles. C'est à ce titre que j'ai rédigé donc les 3 catalogues qu'a mentionné Laura. Et depuis le 2017, je me suis attaché à l'édition des 4 volumes de l'inventaire Napoléon consacrés aux peintures. Hein. 4 volumes sur 17, je vais y revenir, mais ce sont 4 volumes qui sont connus depuis très longtemps, qui ont été préparés entre 1810 et 1815, mais qui n'avaient jamais fait l'objet d'une édition critique, comme on dit. Et donc, je me suis attelé à cette tâche en 2017. Et le premier volume, donc, consacré au tableau italien, est sur le point de paraître normalement d'ici le mois de mars ou le mois d'avril. Alors, avant de vous parler du musée Napoléon, puisque c'est l'objet de cette rencontre, je vous donne quelques éléments de rappel sur le musée du Louvre, que vous connaissez tous. Mais le musée du Louvre, on oublie souvent à quel point c'est une grosse maison, une maison ancienne, une maison qui a une histoire très riche, une histoire complexe, une histoire qui est intrinsèquement liée à l'histoire de France. Et donc, vous voyez sur l'écran quelques chiffres. Donc, la date d'ouverture du musée, le nombre d'œuvres exposées, le nombre de visiteurs qui a légèrement baissé en 2024 pour cause de Jeux Olympiques. Mais enfin, il faut savoir que depuis la crise sanitaire, eh bien, le nombre de visiteurs est contingenté. Il y a 2200 agents qui travaillent au musée. Il y a 9 départements de conservation, 9 départements, donc entre lesquels sont réparties les collections. 9 départements qui ont été créés à des dates différentes. Le premier, c'était celui des peintures. Il n'avait pas encore le titre de département en 1793. Puis il y a eu des collections d'antiquités grecques et romaines. Et puis d'autres départements liés aux antiquités égyptiennes, aux antiquités orientales, sont greffés au musée. Et le dernier né, eh bien, c'est le département des arts de Byzance et des chrétientés en Orient, qui est en cours de constitution et qui ouvrira ses salles vraisemblablement en 2027 ou 2028. Alors, je reviens donc au musée, à mon sujet. Donc, le sujet de cette conférence, c'est le musée Napoléon, non pas en 2025, pardon, mais en 1810. Donc, le musée Napoléon, c'est le nom qu'on a donné à l'ancêtre du musée du Louvre entre 1803 et 1814, puis brièvement pendant les 100 jours en 1815. C'est le musée qui a été créé par la Révolution, qui est venu jusqu'à nous sous des noms différents, mais qui est resté le même musée avec des collections qui évidemment n'ont cessé de s'amplifier et qui n'ont cessé de se diversifier. Alors vous avez à l'écran une des rares représentations de l'accrochage des œuvres dans la grande galerie du musée du Louvre, donc réalisée donc à l'époque du Premier Empire. C'est donc une grande frise qui avait été réalisée par Benjamin Zix avec l'idée d'en tirer d'en orner le revers, la face d'un grand vase de Sèvres. Bon, ce vase n'a jamais été réalisé, mais il en reste cette magnifique aquarelle sur laquelle on voit le cortège impérial au moment du second mariage de Napoléon en 1810. Donc le cortège impérial qui est allé des Tuileries jusqu'au Salon Carré où a été célébré le mariage civil de l'empereur et donc de la nouvelle impératrice. Et le cortège donc s'est déployé dans cette grande galerie sur laquelle on voit bien quelques œuvres, des œuvres emblématiques du musée à l'époque de Napoléon. Alors je vous précise que cette vue est certainement fictive parce qu'on y voit en fait des œuvres, donc des œuvres de différentes écoles qui n'étaient pas juxtaposées dans l'accrochage du musée. Je suppose en fait que Zix a fait une sorte de condensé de l'accrochage du musée pour rendre plus parlante sur cette image, mais en tout cas c'est une image extrêmement révélatrice de ce que l'on pouvait voir au musée du Louvre en 1810. Alors je reviens sur l'histoire du palais du Louvre parce que le musée du Louvre, eh bien, avant d'être un musée en 1793, c'était un palais royal, un palais
dont l'histoire a commencé au Moyen-Âge. Bon, vous connaissez tous le Palais du Louvre, vous avez des notions certainement sur son histoire, mais c'est une histoire qui est assez complexe, une histoire qui est assez... qui n'est pas toujours facile à comprendre sur les lieux, mais malgré tout une histoire qui est très importante pour comprendre comment le musée est devenu un musée, et, comment le palais est devenu un musée, et comment il s'est développé donc progressivement jusqu'à notre époque. Alors la partie la plus ancienne du palais actuel, eh bien, c'est l'aile ouest de la cour carrée qui a été édifiée donc à partir du règne de François Ier. Elle a été complétée rapidement par la Grande Galerie qui se déployait à l'origine au sud entre l'actuelle Galerie d'Apollon et le pavillon de Flore. Il manque sur ce plan le pavillon des Tuileries qui se trouvait entre le pavillon de Flore au sud, le pavillon de Marsan au nord. Comme vous le savez, le palais des Tuileries a été incendié en 1871 et on a décidé dans les années 1880 de détruire les ruines qui subsistaient de ce palais des Tuileries. On prendrait peut-être aujourd'hui un autre parti, mais enfin c'est une décision politique à l'époque qui était très importante et qui a fait disparaître donc ce palais des Tuileries. Le Louvre donc du XVIe siècle a été complété à l'époque de Louis XIV par les côtés nord, est et sud de la cour carrée, et puis le palais est resté inachevé en quelque sorte après le départ de la cour de Louis XIV en 1682 pour Versailles. Napoléon Ier a repris le projet de compléter ce palais, donc il a fait percer la rue de Rivoli au nord, il a fait commencer la construction de l'aile qui flanque la rue de Rivoli, et puis celui qui a fait beaucoup pour achever le Louvre dans son emprise actuelle, eh bien c'est Napoléon III qui a fait largement remanier les espaces, les bâtiments situés au sud. Il a fait reconstruire une partie de la Grande Galerie, c'est la partie que vous voyez en rouge sur les plans. Au nord, il a fait construire ce qui était un bâtiment destiné à recevoir des administrations, la partie représentée en marron sur le plan, qui abritait jusque peu après 1981 le ministère des Finances. Et puis vous avez au centre la pyramide dont la construction a été décidée après 1981 par le président de la République François Mitterrand et qui a en quelque sorte complété le palais du Louvre tel que nous le connaissons aujourd'hui. Donc le musée s'est progressivement étendu dans le palais du Louvre, mais il faut savoir qu'en 1793, à l'ouverture du musée, le musée c'était exclusivement des tableaux présentés au premier étage du palais, dans l'aile sud, donc dans la Grande Galerie, qui est en fait beaucoup plus longue que la Grande Galerie que vous connaissez aujourd'hui, et la Grande Galerie qui avait une architecture assez différente de l'architecture actuelle, puisque la voûte en particulier était complètement aveugle. Alors pour résumer l'histoire riche, complexe et passionnante de l'histoire du Louvre, je vous donne ici quelques dates qui ont marqué la transformation du Palais du Louvre en un musée. Donc en 1682, Louis XIV s'était installé à Versailles, Louis XV et Louis XVI sont restés à Versailles, mais le Palais du Louvre existait, il était un peu laissé à l'abandon par les rois, mais il était occupé par des artistes, par diverses administrations. Il y a occupé toujours une partie des collections royales, et il y avait à la fin du XVIIIe siècle un mouvement dans l'opinion, ce qu'on appellerait aujourd'hui l'opinion publique, dans le sens d'une ouverture au public des collections royales, une ouverture au public qui se ferait dans le palais du Louvre que les rois avaient délaissé pour s'installer à Versailles, mais ce palais qui était au cœur de la capitale et dont on estimait que par son ampleur, son histoire, sa noblesse, il était digne de recevoir les collections royales qui seraient mises à la disposition de l'ensemble des sujets du roi Louis XVI. Alors, donc cette idée, elle apparaît dans des textes théoriques dès les années 1770, pardon. Elle a été fortement encouragée par un personnage très important à la fin du règne de Louis XVI, donc le comte d'Angivillers, qui avait le statut de surintendant des bâtiments de France et qui a eu à cœur de préparer cette ouverture au public des collections royales dans le Palais du Louvre, avec notamment une série d'acquisitions très importantes pour les collections du musée actuel, des collections qui portaient notamment sur des tableaux hollandais qui manquaient dans les collections royales et que d'Angivillers faisait acheter aussi bien sur le marché de l'art très actif à Paris à l'époque,
ou encore aux Pays-Bas. Vient la Révolution française. En novembre 1789, donc, les biens du clergé sont sécularisés. En 1790, on crée la commission des monuments pour prévenir les destructions. Le 26 mai 1791, on décide que le Louvre et les Tuileries réunis seront le palais national destiné à l'habitation du roi et la réunion de tous les monuments des sciences et des arts. C'était une décision importante. Et puis le 10 août 1792, fin de la monarchie, tout ça est remis en cause. Et quelques semaines plus tard, eh bien, l'Assemblée décide la réunion au Louvre des tableaux et autres monuments relatifs aux beaux-arts qui se trouvent épars en divers lieux. C'était en quelque sorte une officialisation du transfert à la nation des collections de la couronne qui jusque-là avaient été propriété du souverain avec la fuite de Varennes en 1791. Et le 10 août 1792, eh bien, Louis XVI était en quelque sorte dépossédé des collections de la couronne. En octobre 1792, une commission est créée pour préparer l'aménagement du musée. Et le 10 août 1793, eh bien, c'est l'ouverture du musée pour fêter la chute de la royauté. Il y a une accélération, donc avec la Révolution française, d'un processus qui avait été engagé bien avant la Révolution, un processus qui était incertain, qui bénéficiait sans doute pas de la volonté politique suffisante, mais comme toujours au Louvre, eh bien, ce qui s'est fait au moment de la Révolution, eh bien, est né de décisions politiques, et c'est encore le cas au XIXe et au XXe siècle. Alors vous voyez sur la droite les différents noms qu'a porté le musée. C'est toujours le même musée. Aujourd'hui, c'est le musée du Louvre depuis les débuts de la Troisième République, mais ce musée a eu différents noms. Il faut les avoir en tête lorsqu'on veut étudier l'histoire du musée. Ils ont changé assez rapidement à des dates qui sont souvent importantes parce qu'encore une fois, l'histoire s'accélère fortement à partir de la Révolution française et qu'il faut bien avoir en tête le nom des institutions tout simplement pour pouvoir savoir ce qui s'est passé à tel moment dans l'histoire du musée. Donc le musée du Louvre ouvre pour la première fois au public le 10 août 1793. Vous avez à gauche une vue d'Hubert Robert qui monte la Grande Galerie avec un accrochage qui devait être à peu près celui de la Grande Galerie en 1793. Et puis, donc à droite, eh bien, la reproduction d'un tableau d'Hubert Robert avec un projet pour la Grande Galerie parce qu'on a très tôt réfléchi à ce que l'on pouvait faire pour améliorer ce palais du Louvre, qui était avec cette grande galerie, pour améliorer cette grande galerie qui reste donc le lieu de création par excellence du musée. Donc cette grande galerie qui était un lieu très mal éclairé, avec simplement des fenêtres latérales, et donc très vite, eh bien, on a des idées d'ouvrir la voûte pour favoriser l'éclairage de la grande galerie. C'est ce qui a été fait donc à partir du 19e siècle, mais l'accrochage que vous voyez à droite, la présentation du musée que vous voyez à droite, en gros, elle a été réalisée beaucoup plus tardivement, après la Seconde Guerre mondiale, en reprenant les projets d'Hubert Robert. En 1793 est publié pour la première fois un catalogue des collections exposées. Donc c'est un catalogue des objets contenus dans la galerie du Muséum français. Il y avait des tableaux, il y avait quelques sculptures antiques, et il y avait des tableaux donc, qui étaient décrits en gros selon l'ordre de présentation des tableaux, ce que l'on appelle l'accrochage. Et lorsque vous regardez les noms des artistes donc sur les pages 2 et suivantes de cette notice, eh bien vous vous rendez compte que il y a une sorte de mélange des écoles, il y a un mélange des sujets. Il n'y a pas de volonté, disons, d'organiser l'accrochage par école. Il y a, la notice le dit, la volonté de favoriser, disons, un accrochage pittoresque. Hein, le mot est donné dans cet écrit très intéressant, très important, pour, disons, susciter la délectation avec donc la vision de ces tableaux qui, pour la plupart, en 1793, provenaient des collections royales et qui avaient été apportés donc de Versailles quelques mois auparavant. Autre caractéristique, vous voyez que les dimensions sont données en pieds et en pouces, mais par la suite, bien sûr, on donnera les dimensions en mètres, puisque le système métrique qui va s'imposer en 1799 eh bien, va être rapidement utilisé pour rédiger les différents inventaires, et notamment l'inventaire Napoléon. Alors, je reviens un peu en arrière pour la formation des collections royales, du moins les collections royales de peinture italienne, puisque ces collections donc, qui ont été réunies au Louvre à partir de 1793, eh bien, elles ont une histoire assez ancienne en France. Elles sont le résultat, disons, de la volonté de collectionner des souverains, la volonté ou du moins l'action de collectionner qui n'était pas toujours le résultat d'une volonté
conscient dans l'idée de présenter les collections publiques, mais malgré tout, eh bien, c'est au souverain que l'on doit le premier noyau d'œuvre de la collection avec François Ier. François Ier qui a eu à cœur de réunir des œuvres des grands maîtres de la Renaissance, la Joconde bien sûr, la Belle Jardinière qui a été donc acquise par le roi. La Joconde, d'ailleurs, il faut savoir que le roi l'a probablement achetée donc à Salaï, l'héritier de Léonard de Vinci. Léonard de Vinci n'a pas donné la Joconde à François Ier. François Ier l'a payé très cher. Ou encore donc la Visitation de Sébastien Noël Piombo, qui était là encore donc un tableau acquis donc certainement à un prix très élevé par le roi François Ier. Il y a peu d'acquisitions marquantes de peinture italienne à l'époque d'Henri IV. En revanche, eh bien, Marie de Médicis, donc une reine de France d'origine italienne, eh bien, va favoriser l'arrivée donc de tableaux importants, de tableaux contemporains, avec à gauche donc l'Annonciation de Guido Reni que la reine a commandé pour le couvent des Carmélites de la rue Saint-Jacques à Paris, donc tout près d'ici. Et puis à droite, eh bien, un grand tableau d'Orazio Gentileschi qui ornait le palais du Luxembourg, donc tout près d'ici. Deux œuvres qui sont arrivées donc très vite dans les collections du Louvre à la suite des saisies révolutionnaires. Louis XIII fera peu d'acquisitions, mais malgré tout, il y a quelques œuvres qu'on peut rattacher à son règne, notamment la Vierge au Rocher Léonard de Vinci, qui est une histoire complexe, qui n'est pas complètement éclaircie, ou encore le tableau de Leonello Spada, qui a probablement donc été acquis donc par Louis XIII grâce au maréchal Charles III de Créqui. C'est Louis XIV qui va véritablement donner une ampleur bien plus grande aux collections royales de peinture italienne, puisque au début du règne de Louis XIV, eh bien, la collection royale comptait peut-être 200 tableaux, et à la fin de son règne, en 1715, il en avait plus de 2000. C'est-à-dire que Louis XIV a eu une politique d'acquisition de peinture ancienne très importante, très active, au début de son règne du moins jusqu'à son installation à Versailles, donc dans les années 1680. Et cette politique d'acquisition, eh bien, elle va être inspirée par le cardinal Mazarin qui, comme vous le savez, a été le premier ministre de Louis XIV jusqu'en 1661, et le cardinal Mazarin, qui était un cardinal romain, qui savait à quel point il était important de montrer comme ce qu'on appelle aujourd'hui signe extérieur de richesse, eh bien, une collection pour faire valoir son goût, sa culture, mais aussi son pouvoir culturel et même politique. Eh bien, Mazarin donc avait donné à Louis XIV le goût de la collection, et grâce à Charles Lebrun, eh bien, Louis XIV va poursuivre une politique très active d'acquisition qui va permettre l'entrée d'œuvres marquantes de la Renaissance italienne. Donc ici, vous voyez des œuvres de Titien, de Jules Romain, de Corrège. Et puis, Louis XIV eh bien, va également acquérir des œuvres marquantes du Seicento, c'est-à-dire la peinture italienne du XVIIe siècle, donc qui seront acquises notamment grâce aux achats en bloc de la collection du banquier Colonnet Évrard Jabard en 1662 et en 1671. Donc des tableaux qui comptent aujourd'hui parmi les trésors de la peinture italienne dans les collections du Louvre. Louis XV fera peu d'acquisitions de peinture italienne parce que Louis XV, il vivait à Versailles, et Louis XV avait surtout à cœur, d'abord il habitait un palais qui était largement meublé, où les tableaux italiens étaient déjà nombreux, et comme vous le savez, eh bien, Louis XV va surtout faire travailler des artistes contemporains, mais malgré tout, il y aura des acquisitions intéressantes, notamment le tableau de Castiglione que vous voyez à gauche, qui a été acquis en 1742, au moment de la vente du prince de Carignan, ou encore la prédication de Saint Jean-Baptiste de Mola, que vous voyez à droite, un tableau d'un artiste romain du XVIIe siècle, qui d'ailleurs était déjà présent dans les collections de Louis XIV. À l'époque de Louis XVI, comme je vous l'ai dit, le comte d'Angivillers aura à cœur de faire compléter les collections, notamment avec des achats massifs de peintures hollandaises, mais il y aura également des achats souvent intéressants de peintures relativement contemporaines. Donc Solimena, un tableau déjà ancien à l'époque de Louis XVI, ou encore le Grand Festin de Panini, donc des tableaux achetés dans les années 1780, mais on peut dire que finalement les contemporains de Giambattista Tiepolo ou de Canaletto s'intéressaient assez peu à la peinture italienne contemporaine, ne s'intéressaient plus à la peinture italienne contemporaine parce qu'on considérait qu'en France, eh bien, il y avait suffisamment de bons artistes et que l'école française de peinture avait largement éclipsé l'école italienne en termes d'invention et en termes de rayonnement, et que donc il était moins nécessaire que par le passé de tenter d'acquérir des œuvres d'artistes italiens
contemporains. À partir de la Révolution, donc, comme je vous l'ai dit, il y a des œuvres qui vont être réunies au Palais du Louvre qui ont des origines différentes. Donc, il y a eu tout d'abord les tableaux de la collection royale. Il y a eu ensuite des œuvres provenant des collections d'émigrés. Alors, les émigrés, ce sont des personnes souvent issues de la noblesse qui ont décidé de quitter la France donc, pour suivre Louis XVI après la chute de la monarchie, avec souvent l'idée de combattre le pouvoir révolutionnaire depuis l'étranger. Leurs collections ont été saisies et cela a permis donc l'entrée, donc leurs collections ont été saisies et cela a permis l'entrée dans les collections du Louvre d'ensembles très intéressants, très importants parfois, comme celui de ces 3 tableaux sur 10 de la galerie qui avait été commandée au XVIIe siècle, qui avait été réunie par un financier parisien, Louis Filippo de la Vrillière, un ensemble de 10 grands tableaux d'artistes italiens actifs dans les années 1630-1650, une galerie qui subsiste toujours, même si les originaux ont été remplacés par des copies, dans la galerie dorée de la Banque de France que vous pouvez aisément visiter. Par ailleurs, les saisies révolutionnaires donc, ont concerné donc, les biens d'église, je les ai évoqués à propos des 2 tableaux de Marie de Médicis. Ils ont concerné également les tableaux des collections de l'Académie royale de peinture et de sculpture, avec des œuvres, donc de quelques œuvres italiennes, comme ce très beau tableau de Sebastiano Ricci ou ce grand tableau de ruines de Servandoni, qui est aujourd'hui en dépôt du musée du Louvre à l'École des Beaux-Arts. Et puis, à partir de 1794, eh bien, comme vous le savez, eh bien, les armées révolutionnaires, les armées françaises, qui ont en fait répondu à des agressions étrangères, d'armées étrangères qui entendaient remettre sur le trône Louis XVI, eh bien, ces armées révolutionnaires, ces armées de sans-culottes, eh bien, vont très vite remporter des victoires dans les Flandres tout d'abord, et ces victoires vont amener très vite eh bien, des saisies donc dans les pays conquis. C'est des saisies qui ont été, que l'on juge aujourd'hui très sévèrement, mais des saisies qui, disons, étaient faites dans une optique de libérer les œuvres. Hein. Le mot peut paraître aujourd'hui naïf, mais il y avait dans l'idée des révolutionnaires l'idée que, donc, en répandant le message révolutionnaire en dehors des frontières, eh bien, il fallait libérer les œuvres donc, qui étaient en possession de l'Église, qui étaient en possession des souverains, pour les offrir à l'ensemble du public de ce qui était alors donc, le muséum français ou le muséum des arts. Et donc, on trouvait normal de prendre les œuvres d'art les plus importantes qui étaient conservées à l'étranger pour les amener en France, en considérant qu'elles avaient été souvent négligées, qu'elles avaient été malmenées, qu'elles avaient été donc soustraites à la vie du public le plus large. Et donc, on estimait qu'il fallait réunir à Paris le plus beau musée de l'univers, et c'est ce qui a été fait à cette époque, en y faisant venir les œuvres les plus marquantes de la création depuis l'Antiquité. Alors, ces saisies donc révolutionnaires ont d'abord concerné les Flandres et la rive droite du Rhin, avec notamment ce grand tableau de Giambattista Piazzetta, l'Assomption de la Vierge, qui a été pris à Francfort. Et puis, à partir de 1796, eh bien, avec la nomination à la tête de l'armée d'Italie du général Bonaparte, eh bien, cette campagne de saisie révolutionnaire s'est amplifiée, mais il faut avoir bien en tête que Napoléon n'en était nullement l'initiateur. Hein. C'était le pouvoir révolutionnaire, le directoire qui avait prescrit à Napoléon de faire saisir des œuvres en Italie. Napoléon, bien sûr, a obéi aux ordres et grâce à ses victoires dans le nord de l'Italie, eh bien, il a pu très vite faire transporter à Paris des œuvres donc considérées comme importantes et très importantes pour l'histoire de l'art. Mais Napoléon n'était nullement l'initiateur de cette politique de saisie à l'étranger qu'il a poursuivi par la suite lorsqu'il est devenu empereur, mais qui avait été décidée bien avant lui par le pouvoir révolutionnaire. Alors après, les premières saisies donc à l'étranger en Italie ont concerné donc le nord de l'Italie avec la ville de Bologne qui faisait partie des États du pape, et à la suite du traité de Tolentino, dans lequel le pape, eh bien, en quelque sorte, s'inclinait devant la puissance française, eh bien, le pape avait accepté de céder 100 des plus beaux tableaux des États pontificaux, donc aussi bien de Bologne que de Rome, dans le cadre donc, de ce traité militaire qui marquait une paix entre le pouvoir révolutionnaire et les États du pape, mais qui marquait aussi eh bien,
disons, un affaiblissement du pouvoir pontifical qui parvenait à maintenir la fiction de ces États pontificaux, donc en s'en remettant au pouvoir révolutionnaire. À partir de 1797-98, eh bien, d'autres saisies sont effectuées à Parme ou encore à Modène. Et à Parme, eh bien, les commissaires de la République française vont choisir quelques-uns des plus importants tableaux de Corrège. Corrège qui était alors placé au sommet de la hiérarchie artistique, hein, juste en dessous de Raphaël. Et puis, bien, ces saisies révolutionnaires, elles vont se faire également à Venise. Venise qui va être bousculée par les armées Napoléon en 1798, et Venise qui devra, là encore, céder quelques tableaux importants qui vont être transportés à Paris. Donc certains sont revenus à Venise, d'autres sont restés au Louvre, j'y reviendrai, mais il y avait en quelque sorte, eh bien, toujours la volonté de faire venir en France ce qu'il y avait de plus beau dans ces villes du nord de l'Italie pour en permettre la contemplation dans le cadre du Palais du Louvre, devenu musée de tous les citoyens. Et puis à Rome, eh bien, dans le cadre de ce traité de Tolentino, eh bien, les commissaires de la République française vont faire venir la Transfiguration de Raphaël, donc le tableau sans doute considéré à la fin du XVIIIe siècle comme le tableau le plus important de toute l'histoire de la peinture, ou encore la dernière communion de Saint Jérôme du Dominicain, un tableau peint pour une église de Rome, qui était là encore considéré comme une œuvre insigne des collections, une œuvre insigne de l'histoire de l'art. Alors cette politique de saisie à l'étranger, eh bien, elle va se poursuivre par la suite. Elle va se poursuivre, j'y reviendrai, au moment de l'Empire, mais on peut considérer que dans les derniers temps du XVIIIe siècle, eh bien, le musée avait pris une physionomie déjà très, très, très forte, très riche. Le musée était un lieu qui, donc jusqu'au tout premier mois de 1800, lorsque l'on ouvre des salles consacrées à la sculpture antique. Donc vous voyez à gauche une vue du musée des Antiques, donc ouverte au rez-de-chaussée de l'aile de la galerie d'Apollon, où on a présenté donc dès cette époque les collections antiques, aussi bien celles des collections royales que celles saisies à l'étranger. Eh bien, le musée est devenu un réceptacle de tous les chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art européen et des chefs-d'œuvre qui se sont accumulés avec, au fur et à mesure, disons, des campagnes militaires, des campagnes victorieuses qui ramenaient en France, dans le sillage des armées révolutionnaires, eh bien, des œuvres considérées comme les plus marquantes de l'histoire de l'art occidental. Alors à droite, vous avez une vue de la Grande Galerie du Louvre, une vue rare, donc dans les premières années du XVIIIe siècle, du XIXe siècle. Donc vous voyez que la galerie reste peu éclairée, puisqu'elle n'est éclairée que d'un côté par des fenêtres du côté de la Seine, mais vous voyez qu'il y a un accrochage qui donc mêle des tableaux de formats différents, avec à cette époque, eh bien, un souci de rationaliser l'accrochage, de rationaliser la présentation des œuvres. Donc on peut savoir, grâce aux différentes notices qui sont donnant la liste des œuvres exposées, que les tableaux étaient regroupés par école. Et puis, eh bien, ce lieu, eh bien, était ouvert librement au public. C'était un lieu, le Louvre était considéré comme un lieu d'éducation. Donc, on peut dire que l'idée qui avait présidé à la création du Louvre, eh bien, c'était d'offrir l'accès à tous les citoyens de France, mais du monde entier, eh bien, l'accès à des œuvres qui jusque-là ne leur étaient pas accessibles, mais c'était aussi un lieu favorable à l'enseignement. Et donc, très vite, le Louvre est devenu un lieu où les artistes sont venus copier, sont venus s'inspirer des œuvres les plus considérables de la création artistique européenne. Et cette vocation d'enseignement, qui a été reprise bien sûr par la suite dans de très nombreux musées, eh bien, elle a été très importante, et on peut dire que d'une certaine manière, elle subsiste toujours dans la vie du musée d'aujourd'hui. Donc je vous disais que les accrochages se sont succédés parce qu'il y avait un afflux considérable d'œuvres au fur et à mesure des campagnes militaires, et donc on a publié, après la notice de 1793, eh bien, d'autres notices en 1796, 98, 1801, des notices dans lesquelles, eh bien, on avait des listes différentes de tableaux présentés. Ces notices sont très importantes parce qu'elles permettent simplement de savoir que les œuvres sont là, parce que jusque-là, il n'y avait pas d'inventaire complet des collections qui avaient été réalisées. D'autre part, eh bien, ces notices permettent de constater que certaines œuvres vont rester présentées pendant toute la période révolutionnaire et impériale, donc jusqu'à la chute de Napoléon, tandis que d'autres, eh bien, ne seront présentées que quelques mois, mais qu'elles seront remplacées
par d'autres. Et puis un autre élément très important, disons, pour comprendre la mentalité des révolutionnaires donc, qui avaient créé ce musée, c'était l'idée que ces œuvres qu'on avait été chercher à l'étranger, qu'on avait fait venir en France, à Paris, quelquefois avec des voyages très difficiles, des voyages qui devaient se faire par bateau, pas avec des chars à bœufs, eh bien l'idée c'était aussi d'améliorer l'état de présentation des œuvres, leur état de conservation, et donc très vite, au Louvre, on s'est mis à restaurer les œuvres, on a rentoilé les tableaux, on les a confiés à des restaurateurs qui donc ont souvent donc restauré des œuvres avec l'idée que ces œuvres étaient arrivées sales et qu'il était du devoir des responsables du musée, qu'on a appelé conservateurs à partir des années 1798, eh bien, qu'il était de la responsabilité de ces personnes chargées du musée, eh bien, de présenter ces œuvres dans les meilleures conditions possibles. Donc on les a restaurées, on les a encadrées, et donc on s'est efforcé de les décrire le mieux possible avec un souci donc de leur donner des attributions justes. Et donc on voit, lorsqu'on étudie de près ces notices, que quelquefois les attributions changent tout simplement parce que eh bien, des avis différents ont été émis à la suite d'un accrochage. C'est un peu le début d'une certaine forme d'histoire de l'art à travers la pratique des expositions publiques et la pratique des collections du musée. Donc on en arrive à ce musée donc, Napoléon, donc ce musée qui donc prend son ampleur maximum à partir de 1803, donc lorsque le musée prend le nom de musée Napoléon. Donc là, le musée à l'époque, c'est la Grande Galerie pour la peinture, ce sont les salles du rez-de-chaussée pour la sculpture antique. Il n'y a pas encore d'art égyptien, ni d'art oriental, ni d'objets d'art, ni d'antiquité, ni d'art de Byzance ou d'art de l'islam. Il y a des dessins présentés par roulement dans la galerie d'Apollon, mais le cœur des collections présentées est dans la Grande Galerie. Et vous voyez donc sur la partie haute de l'image à droite, eh bien, des œuvres insignes de Raphaël avec la transfiguration qui occupe le centre du panneau, un autre, la Vierge de Foligno à droite de Raphaël, à gauche un grand panneau de Pérugin. La travée qui se poursuit sur la gauche donc présente des tableaux flamands et hollandais. Et lorsque vous regardez l'image qui est en bas, vous voyez à droite la descente de croix de Rubens, donc un des tableaux qui a encore été considéré comme les plus importants de l'histoire de la création européenne et qui avait été donc saisi à Anvers en 1795. Et puis à gauche, eh bien, vous voyez des tableaux français. Vous voyez donc en partant de la droite la présentation au temple de Simon Vouet, donc qui avait été peint pour l'église des Jésuites de la rue Saint-Antoine. Au centre, en deuxième rang, un grand tableau d'Eustache sur un carton de tapisserie pour l'église de Saint-Gervais-Saint-Protais. Et puis immédiatement à gauche, eh bien, le Saint-François-Xavier de Poussin, un tableau peint pour la même église des Jésuites qui était donc arrivé au Louvre lors des saisies révolutionnaires. Alors, à partir du musée Napoléon, eh bien, le musée donc, change de titre. On publie d'autres notices parce que l'accrochage change encore. Il y a un accrochage à peu près permanent dans la Grande Galerie, mais dans le Salon Carré, eh bien, on fait tourner les tableaux, on pourrait dire ça comme ça, on fait tourner les tableaux en fonction des arrivées d'œuvres, et régulièrement, eh bien, on recouvre les tableaux accrochés avec des panneaux de bois pour pouvoir organiser tous les 2 ans le salon donc, qui existait depuis l'Ancien Régime, et le salon qui est relancé au début de la Révolution, qui a une vie très active donc, pendant toute la période de la Révolution et de l'Empire, et le salon donc, qui a pris son nom de cette pièce du Louvre qu'on appelle le Salon Carré, qui n'est pas carré, mais qui a donné son nom à cette exposition biannuelle d'œuvres d'artistes contemporains, un type d'exposition qui a suscité des émules dans toute l'Europe et qui subsiste encore sous des formes différentes, donc avec des salons annuels qui se tiennent notamment au Grand Palais. Des expositions différentes. Donc, en 1804, on publie un complément de la notice de 1801 parce qu'on a terminé des travaux à l'ouest de la Grande Galerie. La Grande Galerie, qui à cette époque est beaucoup plus longue que la Grande Galerie que vous connaissez aujourd'hui, puisque c'est Napoléon III qui l'a fait modifier en faisant construire le pavillon des sessions. En 1811, donc, cette édition du catalogue de 1810, qui est l'édition la plus complète qui reflète la présentation la plus complète des peintures à l'époque du musée Napoléon, puisqu'on y trouve 1230 tableaux, auxquels s'ajoutent
donc une cinquantaine de tableaux publiés, exposés par roulement dans le Salon Carré. Et puis, en 1814, eh bien, une exposition un peu différente qui se tient dans le Salon Carré, dans laquelle on expose pour la première fois des tableaux de peintres primitifs. Donc, vous voyez les écoles primitives de l'Italie, de l'Allemagne et de plusieurs autres tableaux de différentes écoles. Donc, c'est une exposition avec des œuvres qui n'avaient pas été montrées jusque-là, des œuvres des 15e et 16e siècles. Et si vous remarquez bien, vous verrez qu'il est question là non pas du musée Napoléon, mais du musée royal, parce que cet accrochage qui avait été préparé avant la première abdication de Napoléon, eh bien, a ouvert pendant le règne de Louis XVIII, et on connaît même une deuxième édition de cette notice des tableaux présentés dans le Salon Carré, où cette fois, vous voyez, non pas musée royal, mais musée Napoléon, puisque cette deuxième édition a été publiée pendant les 100 jours. Alors, je ne vous parle essentiellement que de tableaux italiens, mais il faut savoir qu'il y avait alors au musée Napoléon des œuvres donc très variées, venues des principaux foyers picturaux européens. Donc, il y avait des tableaux allemands, donc notamment la bataille d'Alexandre d'Albrecht-Aldorfer qui a été très peu exposée. Il y a eu des tableaux saisis à Vienne, donc par Peter Bruegel. Il y a eu donc à Madrid ce grand tableau de Velázquez qui a été très brièvement exposé donc en 1814, et toutes ces œuvres eh bien s'accumulaient dans le musée. Ce n'est qu'à partir de 1810 donc on décide de rédiger un inventaire complet des richesses du musée Napoléon. Alors, cet inventaire donc il comprend 17 volumes manuscrits qui ont été donc qui sont conservés aux Archives nationales. Vous voyez à droite la liste des volumes avec donc les 4 premiers volumes donc consacrés aux peintures. Donc ce sont les volumes dont je prépare l'édition. Les volumes 5 et 6, sculpture, antiquité. Volume 7, vases et pierres précieuses. Volume 8, cavés, lacs et ivoire. Et volume 9 à 17, les dessins. C'est un inventaire extrêmement intéressant, extrêmement bien fait, très précis, qui a été fait en un temps record, on peut dire, et qui a la particularité eh bien, de décrire les œuvres, de donner leurs dimensions selon le système métrique, de donner des indications de provenance succincte, mais malgré tout extrêmement précieuses. Et cet inventaire, donc, qui a été commencé en 1810, eh bien, il a été, en gros, il était terminé en 1813. Enfin, il était terminé. Il a été terminé dans l'état où nous le connaissons actuellement, en 1813, mais il a été largement annoté en 1815, au moment où se sont faites des restitutions d'œuvres saisies à l'étranger à partir de 1794, des restitutions sur lesquelles je vais revenir. Alors, cet inventaire, en fait, il est né d'une volonté administrative. Il a été rédigé, il a été préparé par Dominique Vivant-Denon, donc le personnage que vous voyez à gauche. Dominique Vivant-Denon, qui est le premier personnage ayant le titre de directeur général, le directeur du Louvre. Il avait le titre de directeur général du musée Napoléon. Il avait en fait la tutelle non seulement du Louvre, mais aussi du musée spécial de l'école française de Versailles, ou encore du musée des monuments français qui était dirigé par Alexandre Lenoir. Et en 1810, eh bien, donc Pierre Daru, que vous voyez à droite, donc qui avait le titre de donc intendant général de la maison de l'empereur, eh bien, demande à Denon de lui envoyer l'inventaire de toutes les œuvres d'art donc conservées dans le musée. Alors cette demande donc a été reçue avec beaucoup disons de prudence par Denon, parce que Denon dit mais la matière est infinie, cet inventaire nous avons commencé à y travailler, mais il faut décrire des œuvres extrêmement nombreuses, très variées, qui sont réparties entre plusieurs lieux, et donc il dit je ne peux pas vous envoyer cet inventaire tout de suite, il faut que vous me donniez des moyens en me donnant notamment des personnes qui seront capables de décrire les œuvres et surtout de recopier les mentions de ces œuvres dans ce registre, puisqu'à l'origine, il devait y avoir 3 exemplaires de cet inventaire complet. Nous n'en connaissons qu'un, mais voilà, la tâche était énorme. Et Vivant-Denon, eh bien, on suit grâce à sa correspondance, puisque Denon est un homme qui était extrêmement actif, donc jusqu'à la fin du Premier Empire, eh bien, Denon donc harcèle les gens qui sont sous ses ordres pour qu'il termine cet inventaire. Et parallèlement, eh bien, Daru et puis son successeur vont donc demander, vont presser Denon de terminer très vite cet inventaire qui sera donc terminé en 1813, mais qui sera à mon sens incomplet, puisque en fait il ne prendra en compte ni les tableaux du musée spécial de l'école française à Versailles, ni les tableaux
du musée des monuments français. Idéalement, cet inventaire aurait dû prendre en compte les œuvres qui se trouvaient au Louvre et dans les palais de Compiègne, de Fontainebleau, de Saint-Cloud. Ça a été fait, mais pour Versailles, le recensement est très incomplet et le recensement est évidemment inexistant pour les œuvres du musée d'Alexandre le Noir. Alors cet inventaire Napoléon, eh bien, pour les peintures, il recense 6000 tableaux. 6000 tableaux, donc vous avez donc le descriptif du contenu de chacun des volumes. Donc le volume 1 consacré à l'école italienne, qui est le moins important en nombre d'œuvres. Le volume des écoles allemandes, flamandes et hollandaises, qui est le plus important. Le volume consacré aux tableaux des écoles françaises. Et puis enfin le 4e volume, qui concerne des tableaux envoyés en dépôt en d'autres lieux, puisque bien avant le Premier Empire, à partir de 1798, eh bien, le Louvre a envoyé des tableaux dans d'autres villes de France, et un envoi massif a été fait notamment en 1801 avec le fameux arrêté Chaptal du 14 Fructidor 9, donc qui a décidé l'envoi de plusieurs centaines de tableaux provenant du Louvre qui n'étaient pas présentés dans les 15 grandes villes de la République. Alors ces 15 grandes villes à l'époque, elles incluaient Lyon, Marseille, Bordeaux, Grenoble ou d'autres villes, mais aussi Bruxelles, Mayence et Genève, et c'est pourquoi ces villes ont conservé des œuvres qui provenaient du Musée central des arts. Donc il y a eu un nombre important d'œuvres envoyées en dépôt, vous voyez, plus de 1200, puisque ces envois donc en dehors du Louvre, eh bien, se sont poursuivis sous l'Empire, notamment après la signature du Concordat en 1802. En 1806, donc Napoléon a fait envoyer plus de 400 tableaux dans les églises parisiennes, ces églises parisiennes qui avaient été dépouillées de leurs tableaux au moment de la Révolution. Et puis d'autres envois ont été faits, notamment en 1811 en province, mais aussi dans d'autres églises. Alors vous avez en dessous sur cette page donc l'origine des 6000 tableaux. Donc 30% environ proviennent des collections royales. Donc ce sont les tableaux que je vous ai montrés précédemment en évoquant l'action des différents souverains. 30% environ proviennent de saisies révolutionnaires en France. Donc ce sont les saisies des biens ecclésiastiques, ce sont les collections de l'Académie royale de peinture et de sculpture, les collections des immigrés, et 40% proviennent de saisies révolutionnaires à l'étranger. Donc j'ai d'abord évoqué les Flandres et la rive droite du Rhin, puis l'Italie, puis l'Allemagne. L'Allemagne, donc principalement en 1800 à Munich, puis à partir de 1806 dans le siège des conquêtes de Napoléon. En Autriche en 1809, et l'Espagne, eh bien, qui était le dernier pays où ont été effectuées des saisies, et des œuvres qui sont restées en fait très peu de temps en France, puisqu'elles sont arrivées en 1813, mais la plupart sont reparties dès l'année suivante, donc puisque Louis XVIII a décidé très tôt de restituer les œuvres qui provenaient d'Espagne. Alors cet inventaire Napoléon en 17 volumes, donc c'est un document que les conservateurs du Louvre connaissent, mais qui n'avait encore jamais fait l'objet d'une édition critique, et donc un projet d'édition critique de ces 17 volumes avait été lancé il y a une vingtaine d'années par M. Pierre Rosenberg, que vous avez entendu ici, qui était à l'époque le président-directeur du musée du Louvre, qui avait donc organisé une grande exposition consacrée à Vivant Denon, donc ce personnage si important pour le musée à l'époque du Premier Empire. Et Pierre Rosenberg avait dit, ben voilà, on va publier l'inventaire Napoléon, on va saisir les volumes sous forme informatique, et puis on va demander à des conservateurs de différents départements du Louvre d'identifier les œuvres et puis d'annoter le document. Alors malheureusement, ce travail n'a pas été aussi vite qu'on l'aurait souhaité. Ça a été beaucoup plus lent que la rédaction de l'inventaire Napoléon, et pour l'instant n'ont été édités que 2 des 19 volumes de cet inventaire Napoléon, donc ont été édités dans un volume publié en 2004 sous la direction de Jean-Luc Martinez, qui a été par la suite président-directeur du musée. Et vous voyez donc sur la page de droite, donc sur l'image de droite, eh bien, comment se présente cette annotation de cet inventaire, de ces 2 volumes consacrés aux antiques du musée Napoléon. Eh bien, dans la partie haute, un numéro d'ordre, et puis la description de l'inventaire avec des commentaires dans la partie basse, donc des commentaires qui se rapportent surtout donc, à l'identification des œuvres, et puis une reproduction de l'œuvre qui a pu être très souvent, des œuvres qui ont pu très souvent être reproduites dans ce volume grâce à des gravures contemporaines, puisque il faut savoir qu'en marge de la publication de notices officielles par les responsables du musée, eh bien,
il y a une intense production éditoriale donc faite autour du musée. On appellerait ça aujourd'hui l'édition d'art, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu notamment des entreprises de reproduction des œuvres les plus marquantes des collections du Louvre qui faisaient l'objet de gravures donc souvent très soignées, de gravures qui étaient accompagnées de commentaires très intéressants pour restituer le goût de l'époque, pour restituer la compréhension que les hommes du début du XIXe siècle avaient des collections qu'ils avaient sous les yeux et puis qui permettent aussi de reconstituer d'une certaine manière les hiérarchies artistiques donc au début du XIXe siècle. Et donc ces entreprises privées de publication autour du musée, eh bien, elles prenaient la forme de fascicules, peut-être hebdomadaires ou mensuels, qui après étaient reliés sous la forme de volumes. Il y a eu 3 ou 4 entreprises parallèles, concurrentes, et qui ont donc fourni un recueil extraordinaire d'informations sur ce qu'était le musée, et donc des publications privées qui ont été faites avec la bienveillance des responsables du musée, mais qui sont absolument essentielles pour comprendre ce qu'était le musée. Donc elles ont été très largement utilisées pour la publication des 2 volumes consacrés aux antiques, et puis pour la publication à laquelle je me suis attelé donc en 2017, donc avec l'édition de ces 4 volumes de l'inventaire Napoléon consacré aux peintures. Alors un premier volume donc, consacré aux peintures italiennes devrait paraître, j'espère, en mars ou avril. Et ici, je vous montre 2 des pages de cette édition, donc avec ici une notice consacrée à un des tableaux les plus célèbres de la collection du Louvre à l'époque, donc la Sainte-Cécile de Raphaël, un tableau qui avait été saisi à l'église San Domenico de Bologne et qui a été restitué à l'Italie en 1815. Et donc dans cette édition de l'inventaire Napoléon consacré aux peintures, eh bien, je me suis donc efforcé, sur le modèle de ce qui avait été fait pour les antiques, eh bien, de repérer les œuvres, de les identifier, de donner l'attribution la plus juste, de donner des références bibliographiques qui soient, disons, les plus importantes pour la mise à jour des connaissances sur ces œuvres, mais aussi de donner des références bibliographiques qui rendent compte de la fortune critique des œuvres, et notamment à travers ces ouvrages contemporains que j'ai mentionnés, ces ouvrages donc de recueil de gravures illustrées qui comportent des témoignages très, très intéressants, souvent très savoureux, des témoignages qui reflètent une immense érudition qui était celle des hommes du début du XIXe siècle, à une époque où la photographie n'existait pas. Et puis dans ces notices, eh bien, il y a également des informations qui se rapportent tout simplement à différents moments de la vie de ces œuvres lors de leur passage entre les murs du musée, puisque les œuvres ont bougé, elles ont été exposées au musée. Certaines ont servi à l'ornement des résidences donc impériales, notamment au château de Saint-Cloud, au château de Compiègne, au château de Fontainebleau. Et lorsque l'on peut le faire, eh bien, le suivi de ces mouvements est extrêmement intéressant pour comprendre à quel point, eh bien, les œuvres bougeaient, à quel point le musée était un lieu très actif, un lieu dont ce qui était donné à voir aux visiteurs, eh bien, changeait sans arrêt. Alors, une donnée très intéressante dans cet inventaire Napoléon, eh bien, c'est que lorsque l'inventaire a été terminé en 1813, eh bien, Vivant Denon donc, a pris l'initiative de donner des évaluations pour les œuvres qui étaient donc enregistrées dans cet inventaire. Et cette évaluation, ces évaluations, j'ai l'impression qu'on ne lui avait pas demandé de le faire, j'ai l'impression que c'est lui qui a pris l'initiative de le faire, peut-être pas tellement pour valoriser l'ensemble de la collection, encore qu'au départ, cet inventaire Napoléon, il avait été commandé à Vivant Denon pour en quelque sorte, disons, avoir une estimation qualitative plus que quantitative de ce qui composait la liste civile, c'est-à-dire les biens de la couronne, mais Denon donc a pris l'initiative de convoquer des experts qui, avec lui, eh bien, sont passés dans les salles et ont donné des estimations. Alors, ces estimations, elles sont très intéressantes parce qu'elles permettent de comprendre comment les œuvres ont été appréciées par les contemporains, et elles permettent donc d'établir une hiérarchie des artistes qui n'est pas celle qui ne serait plus la nôtre aujourd'hui, mais une hiérarchie qui, là encore, reflète très fortement eh bien, la sensibilité et la vision de l'histoire de l'art qu'avait
les hommes du début du XIXe siècle. Donc vous voyez que pour les peintures, eh bien l'œuvre estimée la plus chère, c'était la Transfiguration de la Pinacothèque du Vatican. Et pour les antiques, il n'y avait qu'une seule œuvre donc d'une estimation comparable, c'était l'Apollon du Belvédère. Et puis vous voyez par valeur décroissante, Corrège, Véronèse, Rubens, donc le tableau flamand le plus cher, mais qui vaut moins de la moitié du Raphaël, Dominicain, Nicolas Poussin, Léonard de Vinci, la Joconde, qui ne valait que 90 000 francs. Et puis des tableaux contemporains de David, de Gros, qui valent beaucoup moins cher. Et puis vous voyez en dernier donc l'arrêt de Chardin, qui ne valait que 1000 francs. Vous avez aussi des tableaux qui valent 1 franc ou qui ne valent rien du tout. C'est pour vous dire que ce travail d'estimation a été fait de façon extrêmement précise et on peut en tirer des réflexions extrêmement intéressantes sur la manière dont les responsables du musée Napoléon considéraient l'histoire de l'art à cette époque. Alors en 1814, c'est la première abdication de Napoléon. Louis XVIII commence par dire « nous ne rendrons rien ». Les œuvres que nous avons conquises à l'étranger sont les résultats des victoires de nos armées. Bon, Louis XIII était un grand souverain, Louis XVIII était un grand souverain dans le sens où il avait la volonté de réconcilier les Français avec la monarchie, avec l'Église, et donc il n'a surtout pas voulu brutaliser, je dirais, les acquis de la Révolution. Donc il a commencé par dire que rien ne serait rendu, mais il a quand même accepté de rendre ce qui avait été pris en Espagne, il a accepté de rendre ce qui avait été pris en Prusse, une partie des œuvres saisies en Prusse en 1806, et d'autre part, il faut savoir que le traité de Vienne, qui s'est terminé donc au printemps 1815, donc quelques mois avant, au début de l'année 1815, quelques mois avant le retour de Napoléon de l'île d'Elbe, donc qui revient à Paris en mars 1815, le traité de Vienne n'avait rien dit du sort des œuvres d'art. Ça, c'est quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que ces œuvres d'art qui avaient fait souvent l'objet avant de devenir enfant, de traités avec les États pontificaux, avec les États de Venise, avec les États allemands, donc il y avait une certaine légalité qui avait été donnée au transfert de ces œuvres entre la France et entre les pays conquis et la France, aucun traité comparable n'a été fait pour ces restitutions. Et ces restitutions, elles se sont faites finalement assez brutalement, non pas en 1814, mais en 1815, donc après la deuxième abdication de Napoléon, après Waterloo. Cette fois, les Alliés sont revenus à Paris. Cette fois, les Alliés qui avaient été plutôt bienveillants en 1814 par rapport au musée royal, et les Alliés qui, par ailleurs, lorsqu'il s'agissait d'amateurs, étaient éblouis par ce qu'ils pouvaient voir réunis au musée, ces Alliés, lorsqu'ils sont revenus en 1815, ont dit cette fois, on reprend tout. Alors, ils n'ont pas tout repris, ils ont repris beaucoup d'œuvres. Il faut savoir que ces restitutions se sont faites, en gros, entre août et octobre 1815, elles se sont faites vite, elles se sont faites dans le désordre, parce que les représentants des différentes puissances étrangères qui étaient à Paris n'étaient pas d'accord entre eux. Il y a ceux qui voulaient, les Anglais voulaient absolument ne faire aucun cadeau aux Français. Le pape, lui, au contraire, avait donné des consignes de bienveillance, et le pape, notamment, a demandé à ce qu'on laisse dans les églises les tableaux qui avaient été saisis en Italie, en 1796-98, mais des œuvres qui avaient été mises dans des églises pour être affectées au culte, et certaines, d'ailleurs, sont restées pour cette raison. D'autre part, il faut savoir que l'Italie alors était un pays constitué d'États morcelés, que notamment la République de Venise, qui était devenue française, donc après la chute de Venise en 1798, était devenue autrichienne quelques mois plus tard, et que c'est en fait le représentant de l'empereur d'Autriche qui a négocié les retours d'œuvres prélevées à Venise. Et notamment, c'est sans doute la raison pour laquelle, à mon avis, un grand tableau comme les Noces de Cana est resté au Louvre, c'est-à-dire que le représentant de l'empereur d'Autriche avait très à cœur de faire revenir en Autriche les œuvres qui provenaient de Vienne, mais qu'il était évidemment beaucoup moins désireux ou beaucoup moins attaché au retour à Venise de ce qui avait été prélevé à Venise à l'époque où Venise était française. Donc il y a eu des restitutions qui se sont faites dans le désordre, c'était un peu chacun pour soi,
Et puis il y avait, face à tous ces représentants des puissances étrangères, eh bien, il y avait Vivant Denon, donc le directeur du musée Napoléon, devenu musée royal, redevenu musée Napoléon. En 1815, donc Vivant Denon est à la tête toujours du musée royal. Il est, je dirais, il est avec peut-être au début de cette période des restitutions la volonté de se maintenir à son poste, mais Vivant Denon donc oppose une demande farouche aux demandes de restitution, en opposant le fait qu'il n'y a pas il n'a pas d'ordre écrit des autorités, c'est-à-dire du pouvoir monarchique. Le pouvoir monarchique a été le pouvoir royal a été assez absent à cette époque, et donc ces restitutions se sont faites parfois par la force, notamment pour les tableaux venant d'Allemagne, où presque tout a été rendu, alors que pour l'Italie et les Pays-Bas, les choses se sont faites un peu autrement. Alors pour l'Italie, vous pouvez constater que plus de la moitié des tableaux ne sont pas revenus. Alors pourquoi? Eh bien, d'une part parce que, comme je vous l'ai dit, l'Italie était alors donc une réunion d'États très autonome, et que c'était un peu chacun pour soi, et qu'il n'y avait pas les mêmes moyens de pression. Il faut savoir notamment que ce sont les Anglais qui ont payé le retour à Rome des œuvres prélevées à Rome. Il faut savoir d'autre part qu'un certain nombre d'œuvres provenant d'Italie ont été abandonnées, entre guillemets, à Paris, tout simplement parce que les représentants notamment des États de Florence, eh bien, ne savaient pas où remettre les œuvres qui avaient été prises dans des couvents qui avaient été supprimés depuis. Et c'est pour ça, notamment, que des tableaux de Cimabue ou de Giotto qui sont au Louvre aujourd'hui, eh bien, sont restés, tout simplement parce que les commissaires florentins n'avaient pas souhaité les reprendre. Et quant à la Belgique, eh bien, vous voyez qu'il y a eu un certain nombre de tableaux. La plupart des tableaux ont été restitués, mais par ailleurs, eh bien, la Belgique avait donc bénéficié d'un envoi de 70 tableaux avec la création du musée de Bruxelles. Donc pour résumer, il y a eu environ 2600 tableaux prélevés à l'étranger, environ 2200 ont été restitués, environ 400 tableaux prélevés à l'étranger sont restés en France ou ne sont pas localisés. Le musée du Louvre conserve aujourd'hui environ 6000 tableaux, donc un nombre comparable de tableaux à ceux qui étaient au musée Napoléon, mais sur les 6000 tableaux aujourd'hui au Louvre, eh bien, il y en a environ 75 seulement qui viennent de saisies révolutionnaires ou impériales à l'étranger. Donc il faut bien sûr être très prudent lorsque l'on parle des razzias français. Moi j'ai entendu souvent des collègues italiens dire « Ah mais le Louvre est plein d'œuvres volées qui ont été prises en Italie ». Non, les œuvres italiennes qui sont au Louvre proviennent davantage des collections royales que des œuvres qui sont arrivées en France entre 1793 et 1815. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation. Je voudrais simplement donc insister sur le fait que ce musée Napoléon, eh bien, il a eu ce musée de la Révolution et ce musée de l'Empire a eu un retentissement énorme sur les consciences en France, mais aussi dans toute l'Europe. C'est-à-dire qu'il y a eu très tôt des appréciations détaillées sur les collections du musée qui ont figuré dans des textes imprimés, qui étaient dus en particulier à des visiteurs étrangers, qui venaient en France pour pour découvrir la France bouleversée par les événements révolutionnaires, mais ils étaient donc intéressés par la vie révolutionnaire. Ils voulaient voir Napoléon, ils voulaient voir Jacques-Louis David au travail, le grand peintre du moment, mais ils voulaient aussi voir ce musée. Et c'est à partir notamment de ces témoignages des visiteurs étrangers que l'exemple du musée du Louvre s'est répandu, s'est multiplié, puisque ce sont bien souvent les restitutions de 1815 qui ont permis la création de grands musées publics, que ce soit à Milan, que ce soit à Rome, que ce soit à Venise, que ce soit à Vienne, que ce soit à Berlin ou que ce soit encore à Madrid. Eh bien, ce sont en fait des collections qui étaient jusque-là des collections princières ou des collections ecclésiastiques qui ont été en quelque sorte rendues publiques sur le modèle de ce qui avait été fait à Paris. Et donc, il y a eu une volonté, grâce à l'exemple du Louvre, eh bien, de rendre publiques des œuvres qui jusque-là n'étaient pas offertes à la vue de tous. Et c'est sans doute un des legs les plus importants que nous a laissé le musée du Louvre de la Révolution et de l'Empire. Voilà, je vous remercie. Alors, vous avez certainement des questions, hein, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Monsieur ?
Oui, 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 tout à fait, tout à fait. C'est celui qui apparaît dans un des inventaires. Oui, 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 Pas oui. très cher d'ailleurs. Oui, 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 En oui, fin de liste. oui. Mais le tableau est tout petit, hein, donc. Oui, Donc ça montre une temporalité par rapport à un tableau. Bien sûr, Holbein n'était pas considéré comme un artiste important. C'était 500 ans. En fait. Ouais. Et puis, je n'ai pas entendu du tout parler, je vais peut-être dire une grosse bêtise, du cardinal de Retz. Du cardinal De Retz. Bah, le cardinal de Retz, il a vécu au XVIIe siècle et il n'est pas spécialement connu pour son activité de collectionneur. D'accord. Hein. Moi, je vous ai parlé de Mazarin, mais le cardinal de Retz, c'est pas un personnage qui est connu pour avoir été un grand collectionneur. Ok, là, je dois confondre avec le musée d'Ajaccio. Ah, le cardinal Fesch. Le Voilà, cardinal c'est Fesch ça. qui était l'oncle de Napoléon, Voilà, et que Napoléon à qui Napoléon a confié des responsabilités ecclésiastiques importantes, mais qui par ailleurs était un immense collectionneur et dont la collection a été en grande partie vendue, mais une petite partie de sa collection est aujourd'hui au musée Fesch à Ajaccio. Est-ce qu'il y a d'autres questions des étudiants peut-être? Parce que je pense que la conférence très claire, richement documentée et fortement passionnante de Stéphane Loire a dû intéresser les étudiants, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui font écho au cours que vous suivez sur le XVIIe, XVIIIe siècle et sur l'histoire des musées. Donc n'hésitez pas à interroger notre invité pour approfondir certains points ou en clarifier d'autres, hein, peut-être. Peut-être un mot simplement pour dire que l'histoire des musées, bon, c'est quelque chose, c'est une discipline en soi de l'histoire de l'art. Hein. Les musées font partie de la vie européenne depuis le début du XIXe siècle, mais on s'intéresse de plus en plus à l'histoire des musées, à l'histoire des collections, parce que l'histoire des collections, elle est toujours un reflet de l'histoire du goût. Elle reflète donc l'évolution des manières de considérer les œuvres d'art, les artistes, la façon dont on les a rassemblés, la façon dont on les a collectionnés. Et il y a pour les étudiants à la recherche de sujets d'études d'immenses réservoirs, je dirais, de sujets liés à l'histoire des collections, à l'histoire des musées, et ne serait-ce qu'en commençant par, en revenant à ces archives de l'époque révolutionnaire, de l'époque impériale, et ces archives qui, comme vous le voyez, eh bien, n'ont pas toujours été étudiées jusqu'à présent comme elles auraient pu l'être. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a beaucoup à trouver, notamment sur l'histoire de ces collections et sur l'histoire des institutions. Merci beaucoup, monsieur, pour cette conférence passionnante. Je me demandais si vous pourriez mettre en regard la constitution du musée du Louvre et la National Gallery. Vous n'avez pas trop parlé des Non, parce que la National Gallery, c'est un musée de création récente. Oui, mais c'est un musée public, mais qui a été créé à l'initiative de personnes privées à partir des années 1820. Et il y avait alors une collection royale en Grande-Bretagne qui existe toujours, mais il y a eu un mouvement dans l'opinion britannique au début du 19e siècle, un mouvement qui évidemment avait pour origine donc l'exemple français, l'exemple du Louvre et l'exemple des grands musées européens qui étaient créés donc au début du 19e siècle dans d'autres capitales. Et finalement, cette conscience de la nécessité de faire une collection publique, elle est née assez tard et elle s'est développée à partir des années 1820. Alors elle s'est faite avec d'autres manières que le musée du Louvre. Il n'y avait pas de saisie, il n'y avait pas de collection royale, il y a eu des achats, il y a eu des donations. Voilà. Mais la National Gallery de Londres est devenue une des grandes collections de peintures anciennes qui rivalisent par certains aspects, mais pas tous, avec les collections du musée du Louvre. Voilà. Mais c'est un grand musée qui est évidemment né donc en Grande-Bretagne sur le modèle de ce qui avait été fait au Louvre, avec évidemment des principes et des points de départ tout à fait différents. Et le British Museum? Alors le British Museum, lui, est antérieur à la Révolution française. Il avait été, c'est un musée qui avait été ouvert au public donc dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et qui, là encore, était né d'initiatives privées, mais qui était devenu très vite un lieu public. Et le British Museum, d'une certaine manière, a pu influencer donc les décisions qui ont été prises lorsqu'on a décidé d'ouvrir le musée du Louvre. Mais pas seulement le British Museum, il y a d'autres lieux, par exemple à Cassel, à Dresde, où les collections princières étaient déjà ouvertes au public dans des galeries aménagées à cet effet, donc bien avant la Révolution française. Et ce sont des lieux que les personnes, enfin les révolutionnaires, enfin eh bien, connaissaient évidemment lorsqu'ils ont eu en tête d'ouvrir ce musée. Mais le Louvre, c'était quelque chose de tout à fait différent, de tout à fait nouveau, et c'était surtout le reflet d'une situation politique qui avait complètement bouleversé les cadres de la société française.
et aucun pays n'a connu ça avant le Louvre. Je vous remercie. Bonjour. Dans le cadre des saisies révolutionnaires, y a-t-il eu des demandes des familles d'exilés pour la restitution d'œuvres qui leur appartenaient? Oui, tout à fait. Et comment, à l'époque et aujourd'hui, le Louvre gère les demandes de restitution? Alors, en fait, il faut savoir que les restitutions sont faites très tôt, puisque en 1792, à partir de 1792-93, il y a eu une vague d'émigration assez importante, donc qui a entraîné des saisies révolutionnaires. Et dès 1795, il y a eu une amnistie des émigrés qui souhaitaient revenir en France. Et il y a eu une seconde amnistie à l'époque de Bonaparte. Et dès 1795, eh bien, en fait, on a restitué une partie des œuvres qui avaient été saisies lors du départ des émigrés. On les a restituées à des ayants droit de ces émigrés. Certains avaient été guillotinés, d'autres n'étaient pas revenus. Donc il y a eu dès 1795 des saisies, à tel point que l'ampleur de ces saisies, eh bien, on peut la saisir aujourd'hui on peut la connaître aujourd'hui grâce à un dépôt, grâce au registre d'entrée dans ce qu'on appelle le dépôt de Nesle. Le dépôt de Nesle, c'est un lieu qui a servi qui se trouvait donc tout près d'ici, entre la rue du Bac et la rue de Lille, donc un hôtel qui avait été saisi, dans lequel on réunissait des œuvres qui provenaient des collections d'émigrés que normalement la République devait mettre en vente, mais dans lesquelles, eh bien, on réservait à des fins d'instruction, je cite le terme, certaines œuvres qu'on jugeait plus intéressantes. Et à intervalles réguliers, eh bien, les responsables du musée venaient choisir des œuvres, venaient prendre des œuvres, mais ils en prenaient assez peu parce que finalement, il y en avait déjà tellement au musée qu'ils n'auraient pas su quoi en faire. Et les œuvres qui n'étaient pas retenues pour le musée, eh bien, lorsque ce dépôt de Nesle a été fermé en 1798, eh bien, elles ont été vendues. Mais entre-temps, eh bien, une partie des œuvres qui étaient abritées dans ce dépôt de Nesle ont été remises à des ayants droit d'émigrés qui avaient été amnistiés, et d'autres ont été vendues ou encore tout simplement échangées avec des fournisseurs de la République. La République avait besoin d'argent liquide, elle n'en avait pas toujours, et donc quelquefois elle remettait des œuvres d'art en nature pour payer des fournisseurs, notamment des armées. Donc il y a eu des restitutions dès 1795, et puis il y a eu d'autres demandes de restitution qui ont été faites dès 1814 à Louis XVIII, et Louis XVIII en fait a indemnisé plus globalement les familles émigrées, mais pas seulement des œuvres d'art, en fait, d'un grand nombre de biens qui avaient été saisis aux uns et aux autres. Donc les familles royales, les familles aristocratiques sont revenues pour certaines en France. Elles ont repris, quand elles le pouvaient, possession d'une partie de leurs biens, mais elles n'ont pas repris possession des biens qui avaient déjà été vendus, qui avaient été détruits, ou encore qui avaient été transformés à des fins d'usage public. Il y avait dans les restitutions qui ont été faites à partir de 1795 le principe que quand les œuvres étaient au Louvre, qu'elles étaient présentées, mais il y en avait assez peu, ou qu'elles étaient dans des lieux qui étaient utilisés pour servir à des usages publics, eh bien, dans ce cas-là, on ne restituait pas les œuvres. Et donc, les restitutions, si vous voulez, ça commençait très tôt, bien avant la fin de la Révolution française. Écoutez, actuellement, les demandes de restitution, elles sont... il n'y en a pas beaucoup parce que, si vous voulez, on considère que... je vous disais, il n'y a pas eu de traité qui ait sanctionné qui aurait inscrit, disons, dans les faits les restitutions. Et quelque part, il y a un accord tacite qui s'est fait au deuxième retour de Louis XVIII sur le fait que ce qui avait été repris, eh bien, était reparti, et ce qui restait en France, eh bien, restait. Et comme je vous l'ai dit, ces restitutions, elles se sont faites de façon empirique, mais malgré tout, eh bien, les représentants des puissances étrangères qui étaient à Paris en 1814 et surtout en 1815 avaient le pouvoir de la force. Hein. Il y avait les commissaires prussiens sont allés avec des soldats faire décrocher les tableaux qui, vivant de nom, ne voulaient pas reprendre. D'autre part, comme je vous le disais, eh bien, les représentants des États de Florence ont dit non, ça on les laisse parce qu'on ne pourra pas les remettre, les couvents où les œuvres ont été prises n'existent plus. Et si vous voulez, on considère, mais ça je dirais que ça n'a jamais été écrit, mais c'est un accord tacite qui s'est fait, le fait que
ce qui n'est pas reparti en 1815 est resté pour toujours en France. Bon voilà, c'est peut-être que l'histoire changera les choses. Moi, je ne le souhaite pas. Mais voilà, on peut considérer qu'il y a eu d'autre part d'autres opérations comparables qui ont été faites auparavant, après. Bon, voilà, et que tout le monde n'était pas d'accord au moment des restitutions de 1815. Il faut savoir que, par exemple, que le tsar de Russie, qui était à Paris au même moment que les rois de Bavière ou d'autres États, eh bien, il était tout à fait hostile aux restitutions parce qu'il avait acheté la collection de l'impératrice Joséphine, qui était morte en 1813, et dans la collection de Joséphine, qui était une collectionneuse vorace, eh bien, il y avait notamment des tableaux saisis à Cassel au nom de l'Empire, mais que Joséphine avait détourné. Et donc le tsar de Russie n'avait aucune envie de restituer à Cassel des tableaux qu'il avait achetés très cher aux héritiers de Joséphine. Donc vous voyez, les choses sont un peu compliquées. Il y avait des intérêts contradictoires en 1815. Et voilà, il y a un statu quo qui s'est établi par la suite, qui n'a jamais été formalisé. C'est un peu une différence avec ce qui s'est passé en 1918, en 1919. 1919, là par contre, le traité de Versailles, contenait des clauses très précises concernant les restitutions du retable de l'agneau mystique de Van Eyck, qui avait été pris par l'Allemagne, et les choses se sont passées autrement. Mais voilà, après 1815, si vous voulez, tout le monde a considéré que les choses ne devaient plus bouger, et c'est sans doute plus sage comme ça, parce que il y a des œuvres provenant du Louvre qui sont aujourd'hui à Bruxelles, à Mayence, à Milan, voilà, les responsables des musées de ces villes n'ont certainement pas envie de les restituer. Voilà, donc les restitutions, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais elles portent sur d'autres types d'œuvres, et d'autres types d'œuvres qui sont arrivées dans des conditions historiques moins claires que celles qui ont permis l'arrivée en France des œuvres que nous avons évoquées. Voilà. Merci. Tout d'abord, merci pour votre intéressant exposé. Oui, je voulais vous remercier pour cet intéressant exposé. J'ai une deuxième question à vous poser. C'est est-ce qu'il y a une grille méthodologique pour l'accrochage des différents tableaux? C'est chronologique. Au Louvre, vous avez un accrochage qui est par école et par siècle. Hein, quand vous la peinture italienne au musée du Louvre, là sur la vue, vous voyez, elle commence avec Cimabue et Giotto dans le salon carré. Elle va dans la salle Piazzetta jusqu'au XVIIIe siècle. Et pour l'école française, pour les écoles du Nord, pareil, vous avez un accrochage chronologique dans les ailes Sully et Richelieu. Hein, ça, c'est quelque chose qui existe. La volonté de présenter les collections de façon chronologique, elle s'est manifestée dès les dernières années du XVIIIe siècle. Hein, j'évoquais l'accrochage de 1799, mais elle s'est maintenue par la suite et elle s'est évidemment poursuivie, notamment avec le projet du Grand Louvre, donc développé à partir de 1980. Et le projet du Grand Louvre, il avait notamment pour objectif de rendre plus cohérents les parcours chronologiques au sein des différents départements et au sein des différentes écoles pour les collections de peinture. Et là, on est parvenu à quelque chose qui est aussi satisfaisant que possible. Bon, peut-être qu'un jour, on décidera de faire autre chose, de mélanger les écoles. On a déjà essayé dans les années 50, moi j'étais pas, mais il paraît que ça n'a pas marché du tout parce que les collections de peinture du Louvre sont très inégalement réparties. Vous avez beaucoup de peinture française, vous avez quasiment pas de peinture allemande. Donc vouloir mélanger les écoles, ça veut dire que vous avez forcément des déséquilibres qui s'imposent. Et donc il est certainement plus important plus intéressant d'avoir un accrochage par école et par siècle. Et c'est un type d'accrochage que la plupart des grands musées continuent à pratiquer dans leurs collections. Alors, nous avons la chance d'avoir un conservateur général du Louvre, un grand spécialiste de la peinture italienne et beaucoup d'étudiants dans l'amphi et en salle. Et c'est une période en ce moment où ils sont assez nombreux à se poser la question de leur orientation parce qu'il va falloir choisir un master bientôt. Et je me demandais si vous seriez d'accord de nous dire quelques mots sur ce qui a été le déclic de votre vie d'historien de l'art et de conservateur. Qu'est-ce qui a fait en fait que vous êtes devenu un jour conservateur? C'est une question que beaucoup de jeunes ici se posent sur savoir comment faire. Je ne vais pas vous tenir trop longtemps parce qu'il est bientôt 20h. Écoutez, moi j'ai fait des études d'histoire de l'art. Bon, j'ai fait en même temps des études d'ingénieur. Et puis à un moment donné, je me suis dit que j'avais plus envie d'être conservateur de musée que ingénieur. Donc voilà, j'ai passé à un concours pour devenir conservateur de musée.
voilà, ce concours, bah, actuellement, c'est le concours d'entrée à l'Institut national du patrimoine. C'est un concours qui est difficile. Je l'ai raté la première fois, donc je ne peux pas dire qu'il est facile. Et voilà, et ça m'a permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. Et voilà, j'ai fait depuis un certain temps un métier que j'aime beaucoup et que je souhaite à beaucoup de pouvoir faire, parce que c'est un métier qui permet un contact donc, quotidien avec les œuvres d'art. Et c'est un métier dans lequel on apprend tout le temps, on essaye tout le temps de comprendre. Et c'est un métier dans lequel on a de toute façon la conviction que ce que l'on fait est utile, et une utilité qui vise avant tout à la délectation et à l'éducation, à l'instruction, pour reprendre des termes anciens, de tous les visiteurs du musée. Voilà, donc c'est ce qu'on essaye de faire le mieux possible. Et je souhaite à certains d'entre vous de pouvoir à leur tour faire ce métier ou d'autres métiers comparables, puisqu'il y a d'autres métiers rattachés au monde de la culture. Hein. Il y a les métiers de documentaliste, il y a les métiers de régisseur qui n'existaient pas il y a 30 ans, mais qui sont devenus importants dans toutes les institutions publiques. Et voilà, il y a beaucoup de choses à faire en rapport avec l'histoire de l'art, en rapport avec le public, avec la volonté de faire profiter les publics les plus larges des connaissances qu'on a, des connaissances que l'on essaye d'enrichir en permanence, et de façon à faire quelque chose qui soit utile à partir des études d'histoire de l'art que l'on a fait dans sa jeunesse. Voilà. Merci. Et le déclic alors? Pourquoi l'histoire de l'art et pas ingénieur? Oh écoutez, voilà, je vais pas vous raconter ma vie. C'est à un moment donné, on fait des choix, et quand on peut les faire, il faut, voilà, à un moment donné, on se dit, c'est ça, et il vaut mieux que je fasse ça. Mais voilà, on a tous à un moment donné des choix dans notre vie, et il faut pas se tromper, ou on peut se tromper, mais c'est pas très grave si après on arrive à retomber sur ses pieds, à faire autre chose. Voilà. Voilà. Écoutez, merci à tous. Bien. Merci beaucoup Stéphane Loire. Et puis on va se quitter donc sur ces propos, ces dernières idées très très positives et encourageantes pour le futur, l'avenir des musées de nos étudiants. Et donc courons tous au musée du Louvre, à la Grande Galerie, et admirer Cimabue qui va être un peu mis à l'honneur dans quelques jours aussi. Merci encore. Merci. Bonsoir à tous.